Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour chers amis. Je suis Élisée Yonta, analyste financier économiste. Je vous prie de mettre un like sur cette vidéo, de la partager sur votre mur, de vous abonner sur notre chaîne et d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Je fais cette vidéo qui s'intitule Économie du livre contre économie du terrain. Comment réduire l'inflation? Le cas du Niger. Ça fait rire, hein? Économie du livre contre économie du terrain. Comment réduire l'inflation? Le cas du Niger. Je le fais avec beaucoup de sourire, d'autant plus que je suis économiste, enseignant d'économie, enseignant d'économie, et que je débat, j'aime débattre. Voilà, j'aime débattre quand c'est sain. Donc je débat beaucoup avec les oncles restés au village, qui sont des ingénieurs agronomes, parce qu'on apprend, hein, on apprend tous les jours. Et quand je débat avec eux, je prends des notes. Donc les oncles restés au village, les oncles qui sont des commerçants, etc. Donc quand on débat, ce que moi j'aime avec les oncles ou les tantes, c'est que ils ne vous voient pas, quand vous ne les prenez pas de haut, ils n'ont pas peur de vous dire ce qu'ils pensent. Donc, et quand tu parles avec eux et que tu essaies de leur expliquer un concept, ils te disent, oh, je ne veux pas dire en patois ce qu'ils disent, mais ils disent, oh, ne nous fatigue pas. Ça, c'est la théorie. Nous, on est sur le terrain. Nous, c'est la pratique. Donc la théorie, quoi. Voilà. Et donc, j'aimerais qu'on fasse un petit direct qui va être un jeu. Donc, comme je vous ai dit, sur cette plateforme, nous sommes là pour faire le monitoring de la gouvernance dans les États, surtout les États africains intéressants, hein, pas les États moribonds comme le Cameroun, des États comme le Niger, les États comme le Burkina, les États comme le Mali, les États comme le Sénégal, on fera beaucoup de monitoring, les États comme le Rwanda, etc. Donc, en faisant beaucoup de monitoring, vous allez découvrir et on va apprendre beaucoup de choses. Donc, ça devient intéressant. Donc, cette vidéo, en fait, c'est pour parler de la lutte contre l'inflation. Et le cas du Niger, case study, Niger. How to fight inflation, case study, Niger. Comment lutter contre l'inflation, case study, Niger. Dans le Niger, pourquoi? Parce qu'au Niger, on savait dire, ouais, ben, c'est des militaires, c'est des civils, ils comprennent quoi à quoi. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de coups de fil que je reçois ici. Oh non, vraiment, tu es là, tu soutiens les militaires, qu'est-ce qu'ils connaissent, hein? Eux, c'est tenir les fusils, c'est des armes qui retournent dans leur caserne, etc. Ils vont faire quoi? Tu vas voir, dans un an, ça va exploser. Donc, j'ai mon ami Laurent, mon tonton français, là, qui le dit souvent sur mon mur, là, et moi, ça m'amuse beaucoup. Et donc, on disait les militaires, voilà, ça pourra rien, etc. Donc, je me suis dit, faisons un case study. Faisons un case study. Prenons ce que dit la théorie économique, qui est ce qu'on applique souvent dans beaucoup de pays africains avec les civils qui sont aux affaires, économistes ou pas, avec les civils. Et analysons un peu les politiques qui ont été mises en place au Niger pour lutter contre l'inflation. Et comparons deux ou trois données très rapidement. Vous voyez, ça peut nous faire un case study là en 30 minutes. On a un wrap-up et on a fini. Et chacun va se faire sa petite idée. Et vous nous laissez les commentaires en dessous là, de manière courtoise, j'insiste bien. Et comme ça, s'il y a des commentaires intéressants, prochain direct, je vais les lire. Dans la théorie économique, quand un État expérimente l'inflation, ça veut dire ce qu'on appelle l'inflation sur les prix, ça veut dire que les prix à la consommation augmentent, hein, les prix des biens sensibles, surtout les biens de première nécessité ou les services. Ça peut être les prix du pain, ça peut être les prix du ciment, ça peut être les prix du carburant, ça peut être les prix du loyer, ça peut être les prix du transport, etc., etc., etc. Donc, quand les prix augmentent, on prend ce qu'on appelle un panier de biens et de services. Donc, ça peut être le transport, le ramassage urbain, ça peut être le transport interurbain entre Niamey et Zender, ça peut être le prix du pain, ça peut être le prix de l'huile, ça peut être le prix des soins de santé, etc. Donc, on prend un panier de biens et on mesure d'une période. Ça peut être un mois, ça peut être un trimestre, ça peut être un semestre. Un semestre, c'est 6 mois. Ça peut être une année, ça peut être 2 ans. On mesure la variation des prix. Ça veut dire, est-ce que les prix sont allés à la hausse ou sont allés à la baisse? Je prends un exemple.
Au Niger, on a observé que le prix du carburant au Niger est passé à 400 francs, je crois, 400 francs, 400, 450. Le même prix de carburant au Cameroun, quand moi je partais du Cameroun, c'était à 350. Le prix de carburant aujourd'hui au Cameroun, c'est à 850. Ça veut dire qu'il y a eu une augmentation sur une décennie de 500 francs sur le prix du carburant. Donc le prix du carburant a presque triplé parce qu'il va arriver à 1000 francs. Ça veut dire que le prix du carburant aura triplé au Cameroun. Quand par exemple au Niger, le prix du carburant est à 400 francs. La conséquence, c'est quoi? Sur le transport des marchandises, sur le transport des personnes, sur le transport interurbain, les prix au Niger seront bas parce que le gouvernement va négocier avec les syndicats des transporteurs urbains, interurbains, de marchandises, etc., pour que les prix soient bas, alors que dans le cas du Cameroun, quand le coût de facteur, donc le carburant à 850 francs, forcément le prix du transport sera élevé. Je veux dire que moi, je vois des gens qui étaient au Cameroun me disent, écoute, tu sais, la distance que quand on était là-bas, on payait le taxi 150 pour parcourir cette distance-là. Aujourd'hui, c'est 500 francs. C'est ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation provient du fait que quand vous augmentez le coût de facteur, donc le carburant passe à 850 francs, alors qu'au Niger, il est à 400 francs, la conséquence, c'est que le taximan qui fait le plein du réservoir à 850 francs le litre, la même distance qu'il facturait hier à 150, elle va passer à 500 francs. C'est l'inflation. Si on passe de 150 à 500, 350, c'est l'inflation parce que le prix du carburant aussi est passé de 350 à 850. C'est ça l'inflation. J'espère que j'explique ça de manière simple. Hein, pas très dur, pas trop coupe-gorge là, donc chacun peut comprendre. Quand il y a l'inflation dans un pays, ça peut toucher le carburant, ça peut toucher le transport, ça peut toucher les soins de santé, etc. Que dit la théorie économique? Et c'est ce que les pensionnaires bien parlants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, quand ils se déplacent en Afrique, le plus souvent ils disent, je ne les attaque pas, hein. C'est ce que je lis dans les rapports. Je suis abonné sur toutes les pages de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, et je lis, je passe des heures à lire leurs rapports. C'est intéressant. Ça permet de comprendre beaucoup de choses aussi. Mais ce qu'ils disent, ils reprennent ce qui est dans les livres. C'est que quand on dit il y a l'inflation dans un pays, il y a deux choses à faire. Politique budgétaire et politique monétaire. En termes de politique monétaire, ce qu'on demande à la Banque centrale, c'est d'augmenter le niveau de réserve légale, d'augmenter la quantité d'argent que les banques viennent déposer en réserve à la Banque centrale. Ça permet de diminuer la disponibilité de liquidités sur le marché. Première chose. Deuxième chose, on demande à la Banque centrale de baisser les taux directeurs. Non, baisser les taux directeurs. D'augmenter les taux directeurs, autant pour moi. Augmenter les taux directeurs. Quand elle augmente les taux directeurs, le loyer de l'argent devient plus cher. Donc la première conséquence, c'est que ça freine la consommation. Donc ça freine la consommation. Les gens empruntent moins d'argent pour consommer, etc., etc., etc. Voilà ce que dit la théorie économique. Première chose, en termes de politique monétaire. Donc, augmenter les taux d'intérêt, augmenter les réserves légales en termes de politique monétaire. Deuxième chose, en termes de ce qu'on appelle la politique budgétaire, donc la politique monétaire, c'est la Banque centrale. La politique budgétaire, c'est l'État, à travers le ministère des Finances, le Trésor, etc., etc. Qu'est-ce qu'on dit? Cut spending. Non, couper les dépenses. Couper les dépenses, ça veut dire, par exemple, que l'État commence à mettre le pied sur les programmes, etc., des programmes d'aide, des subventions, etc. L'État les retire. Et quand l'État les retire, ça a pour avantage de freiner un peu le niveau de l'activité, de faire qu'il n'y ait plus trop de liquidité entre les mains des personnes, par exemple, pauvres et défavorisées, parce que quand elles ont l'argent, c'est les lois de Engels. Hein, quand l'argent est disponible pour les pauvres, elles l'utilisent pour la satisfaction des besoins primaires élémentaires. Donc, ils consomment énormément, achètent beaucoup et consomment. Donc, voilà les deux leviers que la politique économique, que ce soit la politique monétaire, que ce soit la politique budgétaire, comme on dit monetary policy, fiscal policy, voilà les deux leviers ou les trois leviers qu'il faut activer pour ralentir l'inflation. Et ça marche, hein, ça marche. Dans les pays comme les États-Unis, par exemple, sont des pays développés, quand on augmente les taux d'intérêt, les gens n'achètent plus les maisons. Parce que le taux d'intérêt qui était à 3% hier sur les mortgages annuels se retrouve à 10%. Donc quand c'est à 10%, les gens n'achètent plus les maisons. Les gens refusent d'acheter les maisons. Ils boudent. Donc à partir de ce moment, il y a un frein sur le marché de l'achat de maisons, donc de la construction, donc la pression inflationniste sur les marchés, sur les matériaux de construction baisse.
quand la pression inflationniste sur les matériaux de construction baisse. Par exemple, quand l'État augmente réduit les dotations, par exemple, en termes de bons de carburant, en termes de ce qu'on appelle fiscal policy. Par exemple, donne les bons de carburant pour les familles modestes, pour qu'elles puissent remplir le carburant à la pompe. Très rapidement, ça crée une hausse des prix du carburant. Aux États-Unis, on a vu, on est passé de 2 $ à 4,62 $. Donc, quand l'État a coupé tous ces programmes-là, bon, rapidement, les gens qui allaient mettre le carburant parce qu'il fallait aller faire le rodéo en ville, rapidement, ça baisse à la pompe. On a vu que les prix du carburant ont baissé. On est aujourd'hui à 2,50 $. Donc, ça s'appelle la politique monétaire et la politique budgétaire. Monetary policy et fiscal policy. Bon, cette politique monétaire et budgétaire est appliquée dans les pays africains, mais ça ne marche pas. Prenez le cas d'un pays comme le Cameroun, ça ne marche pas. Hein, l'État met en place des moyens, on augmente les taux d'intérêt, on a vu ça au Cameroun, on augmente les taux d'intérêt, réduit les programmes, etc. Donc, ça marche pas parce que l'inflation est là. C'est-à-dire que le prix du carburant est passé de 350 il y a une décennie à 850. Le prix de la bière est passé, bon, vous me direz, ils font ça pour prélever les impôts et taxes. Mais surtout les taxes, pas les impôts. Donc, les prix des denrées se sont envolés. Donc, quand le carburant à 850, le prix du taxi augmente, etc. Bon. Moi, donc, ce qui m'intéresse, c'est que je suis allé regarder ce que font les militaires qui, eux, ne sont pas sortis de Harvard, qui n'ont pas fait de hautes études au Niger, qui souvent ne parlent pas un français très éloquent, mais dirigent leur pays. Et j'ai dit, bon, regardons donc ce qu'ils ont fait. Bon, c'est vrai qu'il faut nuancer parce que le premier ministre du Niger, Mohamed Lamine Zein, est un économiste, est un brillant économiste qui était le responsable de la Banque africaine de développement au Tchad. Donc, je me suis dit, allons regarder donc ce que ces pays-là font dans comment est-ce que le Niger procède. Bon. Première chose, le Niger a baissé les prix sur le carburant. Quand vous baissez les prix sur le carburant, ou les hydrocarbures, le gaz, le super, le gazole, etc., le Niger a baissé. Ça veut dire certainement qu'ils ont renoncé à certaines taxes ou à augmenter les taxes. Ils ont renoncé à beaucoup de taxes. La conséquence, c'est que les prix du ramassage, le prix du transport interurbain, le prix des marchandises, de coût de traitement des marchandises, du ramassage dans la ville urbaine, du transport interurbain baisse. Ce qui se rapproche des gens qui vivent à Niamey. Quand je fais une présentation comme ça, c'est parce que je peux consulter les personnes sur le terrain et discuter pour faire des travaux à destination des think tanks. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les prix ont baissé. En tout cas, ça n'a pas augmenté. Donc, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, ça n'a pas augmenté. Ça a mis tous les transporteurs au travail. Ça veut dire que toute la capacité disponible au Niger en termes de transport, en termes de transport avec la moto, transport avec le taxi, transport avec le camion, transport avec les bus, tout ça, est à l'optimum. Fonctionne à l'optimum. À 100%. Les gens travaillent vraiment à 100%. Transport de marchandises. Vous avez vu des vidéos sur la RTN. Transport du ciment. Transport du pain à béton. Transport des marchandises à partir du port de Lomé, etc. Parce que le coût du carburant est moins cher. Alors, est-ce que l'État perd? Non. Parce que certainement, l'État va perdre de manière unitaire sur le litre. Mais comme les capacités de transport sont à l'optimum, il y a plus d'activités. L'activité a peut-être été multipliée par 4. Et ça, c'est la différence avec le Cameroun. C'est ce que j'appelle l'économie sur le terrain. C'est que c'est pas comme chez nous, les gens viennent vous dire, parce qu'au Cameroun, on avait souvent dit en Côte d'Ivoire le gouvernement des professeurs. Mais au Cameroun, c'est la même chose. Des docteurs. Vous allumez la télé, tout le monde est docteur. Docteur tel. On a l'impression que si on n'appelle pas quelqu'un docteur, il ne pourra pas aller à la télévision. Donc même nous autres là, on se dit, mais pas possible. On n'affiche pas nos parchemins. Mais il n'y a que des docteurs. Bon, ces docteurs-là, donc, on voit dans les militaires nigérians qui ne sont pas des docteurs. En tout cas, moi, je n'ai pas vu un docteur là-dedans, là. Hein, je n'ai pas vu quelqu'un qu'on appelle docteur pour l'instant au Niger, là. Donc, ils ont compris que si je baisse le prix du carburant, je mets à l'optimum
les capacités d'utilisation ou l'utilisation de mon potentiel en termes de transport, ce qu'on appelle la formation de capital fixe. Et donc, comme le transport fonctionne à l'optimum, je perçois plus de taxes. Unitairement sur le litre d'essence ou de gazole, de tout ce que vous voulez, je perçois peu, mais ça augmente. Et de même coup, j'obtiens sans doute et certainement le même niveau de recettes en permettant à la population d'augmenter le niveau d'activité, donc d'augmenter l'employabilité, l'occupation des jeunes, des femmes, etc., etc., etc. Ça, c'est la première remarque. Je pourrais développer plus, mais je ne peux pas parler 3 heures dans cette vidéo. Baisse du prix du carburant, qui est un facteur, un output qui entre dans la production, donc une consommation intermédiaire qui entre dans la production. Ils ont baissé les prix des soins de santé. Donc, quand ils baissent les prix des soins de santé, vous savez très bien que le drame pour un employeur, c'est de former quelqu'un qui travaille 1, 2, 3 ans, qui est en trac et qui tombe malade. Quand cette personne tombe malade, ça devient un drame pour l'employeur parce que l'employeur ne peut pas le remplacer aussi facilement. Et les coûts de prestations sociales sont élevés. Mais quand l'État baisse les coûts de prestations sociales, ça permet par exemple à l'employeur qui donne l'assurance maladie à ses travailleurs aussi de voir le coût de l'assurance maladie baisser. Et ils ont même consacré la gratuité de certains soins, par exemple accouchement par césarienne, etc. dans les hôpitaux. Donc là aussi, ça baisse. Ça a un impact sur le budget des familles. Vous vous rappelez la vidéo que j'avais faite pour vous montrer comment dans chaque ménage, chacun devrait faire son budget. Ici, dans ma famille, nous pratiquons notre budget. Voilà, il y a un budget qu'on tient. Donc, comment pratiquer son budget? Donc, tenir son budget, tenir ses comptes. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo-là. Donc, vous apercevez que ici, là, quand au Niger, on baisse les prix des soins de santé dans les hôpitaux, on a recoupé ça sur le terrain. Effectivement, la baisse est en réalité, la baisse est effective. Ça fait que les familles gagnent du pouvoir d'achat. Gagnent du pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat peut être utilisé pour consommer dans d'autres secteurs d'activité. Plus important, l'État a baissé le prix du ciment. Donc, le sac de ciment, par exemple, au Cameroun est à 2500 francs. Le sac du ciment au Niger le sac du ciment au Cameroun, pardon, autant pour moi, est à 5000 francs. Le sac du ciment au Niger est à 2500 francs, donc moitié prix. Ça, c'est important. Le prix homologué au Cameroun, c'est 5000. Le prix homologué au Niger, c'est 2500 francs. Mieux, le Niger, Abdourahmane Tiani, avec les opérateurs économiques chinois, a construit en 3 mois, moi c'est ça qui m'a impressionné, une fonderie de fer. La fonderie de fer qui a été construite en 3 mois au Niger a coûté 2 milliards de francs CFA. 2 milliards de francs CFA. 2 milliards de francs CFA. Et cette fonderie de fer va produire 50 000 tonnes de fer par an pour 2 milliards. Pour 2 milliards. Vraiment, cette fonderie-là au Cameroun aurait coûté 200 milliards. Il fallait ajouter encore 2 zéros. Peut-être que les militaires du Niger, ils ne sont pas encore assez corrompus. C'est des petits puceaux dans la corruption. Ils ne connaissent pas encore bien la corruption. Mais s'ils vont au Cameroun rapidement, on va les apprendre comment la corruption fonctionne. Donc, pour 2 milliards de francs CFA, le Niger s'est doté d'une fonderie de fer à béton pour la construction d'une valeur qui peut produire 50 000 tonnes. 50 000 tonnes vendues à un prix réduit. Autrement dit, si au Niger, on utilise les techniques de construction que j'ai vu les architectes sénégalais mettre en place, de construction avec les matériaux locaux, rapidement, un pays comme le Niger peut construire le logement à 5-10 millions de francs maximum. Parce que quand le prix du ciment est moins cher, le prix du fer à béton est moins cher, vous avez déjà la fondation qui sort rapidement. C'est le fer à béton et le ciment pour couler rapidement. Et après, vous pouvez faire l'élévation, même en briques de terre cuite. Quand vous avez fait l'élévation, vous tôlez rapidement. La maison, à 5-10 millions de francs, vous avez une maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rapidement, les ménages nigériens vont pouvoir se procurer d'un toit moyennant 10-12 millions de francs. Quand dans un pays comme le Cameroun, pour une villa, il faut débourser 30-40 millions de francs, voire 50 millions de francs. Vous comprenez bien qu'en termes de pouvoir d'achat, en termes d'accès au logement,
Hein, les promoteurs immobiliers au Niger vont travailler rapidement. Mais mieux, quand les prix du ciment baissent et qu'il y a la disponibilité du fer à béton, le Niger va réaliser, par exemple, vous avez vu les inondations qu'il y a eu, il faut réaliser des ouvrages d'art, hein, les ponts sur les rivières, plus avec les buses, mais vraiment les ponts coulés pour que l'eau puisse passer en bas, en dessus, bien élevé. Il va falloir construire des écoles, il va falloir construire des dispensaires, etc. L'État se donne les moyens. C'est ce que j'avais dit quand on lançait les travaux, ce qu'ils avaient appelé les infrastructures structurantes au Cameroun. J'avais dit ça ne marchera pas tant que vous n'avez pas mis un système en place pour produire sur place tous les outputs. Le Niger recycle le béton, la ferraille des voitures pour fabriquer le fer à béton. Le Niger utilise ses réserves de matières premières pour fabriquer un ciment qui est adapté à l'environnement local. Donc, quand vous avez le ciment à 2500 francs le sac, alors qu'au Cameroun, il est à 5000, vous avez le fer à béton, qu'on construit 50 000 tonnes dans une usine qui a été conçue à 2 milliards. Ça veut dire que si le gouvernement nigérien sort encore 8 milliards, il va construire 4 autres usines, ça va faire 50 000 fois 5, ça fait 250 000 tonnes de fer à béton. Donc vous comprenez que dans ce contexte, il dispose des outputs extrêmement moins chers. Là encore, l'inflation est rabotée parce que le fer à béton, le ciment, hein, le loyer, parce qu'à partir du moment où on construit des logements moins chers, construisez un logement à 10 millions de francs, une villa de 3 chambres, salon, cuisine, douche, par exemple. Au lieu de le louer à 300, 400 000, comme on voit c'est le cas au Cameroun, si vous mettez le loyer à 60 000, vous rentrez dans vos frais puisque vous récupérez 720 000 francs par an. 720 000 francs sur 12 ans, vous avez récupéré les 10 millions que vous avez investis. Et la maison, vous pouvez la retaper à 1 million et elle repart sur un cycle de 10 ans encore. Ouais, c'est une épargne rentable. Vous comprenez? L'accès au logement et la construction de ces logements va demander l'utilisation de la main-d'œuvre, des ouvriers qualifiés, des ouvriers peu qualifiés, mais qu'on peut former sur les chantiers, qui va augmenter le taux d'employabilité, d'occupation et les emplois ou d'occupation. Emploi ou occupation des jeunes Nigériens. En leur donnant du pouvoir d'achat. Parce qu'on a baissé les coûts des facteurs, etc. Et ça va générer une croissance économique qui va générer forcément un surplus d'impôts. Parce que l'État renonce à certaines taxes, mais pas à toutes les taxes. Que ce soit dans le cas de la ferraille, etc., etc. Et quand vous avez fini de faire une maison avec le gros œuvre, donc le gros œuvre avec le fer à béton, le ciment, le sable, etc., vous conviendrez avec moi qu'il faut l'équiper, il faut la peinture, il faut les toits, il faut les portes, il faut etc. Ça, l'État n'agit pas là-dessus, mais là-dessus, d'autres acteurs vont s'installer comme dans l'industrie et faire un travail qui sera intéressant. Là encore, le Niger fait baisser l'inflation, ou le taux d'inflation baisse. Vous pouvez faire des évaluations, vous pouvez faire des calculs, vous allez voir comment ça marche. Et là, la meilleure, je l'ai réservée pour la fin. C'est deux choses. L'aménagement des parcelles agricoles irriguées, première chose. Et deuxième et surtout chose, l'achat des céréales. Alors pourquoi? D'abord, l'aménagement des parcelles. La raison pour laquelle dans nos pays, les coûts sont élevés, les coûts de se nourrir coûtent cher, c'est parce qu'aujourd'hui, ne reste plus que dans les villages les grands-parents qui vont au champ avec la houe pour cultiver le maïs, etc., 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 etc. Tout le monde est parti en ville. Et ces grands-parents-là, je veux dire, les rendements escomptés ne peuvent pas être les mêmes que si c'était la jeunesse qu'on avait mis au travail, comme on voit au Burkina Faso, où on a remis la jeunesse dans la zone rurale pour faire de l'agriculture. Donc, à partir du moment où vous ne faites pas vous n'aménagez pas les terres, vous ne labourez pas, parce que le plus dur là-dedans, c'est l'aménagement des terres et c'est le labour. C'est l'aménagement des terres, je dis bien, et c'est le labour. C'est le labour et l'aménagement des terres. C'est le labour et l'aménagement des terres. Quand on laboure et on aménage les terres, dans des pays comme le Niger, au Cameroun, n'en parlons pas, ça n'existe plus depuis 40 ans. Ça existait jusqu'à l'ancien président Amadou Ahidjo. Et après Amadou Ahidjo, Paul Biya a décidé que ce n'est plus bon de le faire, parce que ça permet aux Bamileke, aux Anglo-Bamileke, donc les Bamileke francophones, les Bamileke anglophones et les nordistes,
de s'enrichir parce qu'il y avait une classe moyenne, une bourgeoisie rurale. Il a dit non, il faut tuer ça parce que ça permet de durer au pouvoir le plus longtemps possible. C'est ce qu'il a fait. Donc, au Niger, en revanche, la politique volontaire d'Abdourahmane Tiani et son gouvernement, le président Abdourahmane Tiani et son gouvernement, fait que quoi? J'analyse, hein. C'est simple. C'est des faits que vous pouvez vérifier. Et si jamais ce que je dis n'est pas vrai, exprimez-vous en commentaire de manière polie et courtoise, sans insulter. Le Niger a décidé donc d'aménager les parcelles de terre. C'est ce que moi j'ai vu en France. Quand j'étais étudiant au Mans, juste en face, il y avait le siège d'une entreprise qu'on appelait la SAFER. Société d'aménagement des fermes et des équipements ruraux. La SAFER. Donc, la Société d'aménagement des fermes et des équipements ruraux. Donc, à travers la SAFER, donc, vous pouviez venir, la SAFER aménageait déjà les terres, par exemple 20 000 hectares dans un endroit, et mettait des agriculteurs là-dessus pour cultiver le maïs, le colza, le tournesol, le blé, etc. Et faire produire des tourteaux pour élever les bœufs, les porcs ou les poulets destinés au marché, à être vendus dans les supermarchés. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'au Niger, le gouvernement du Niger a pris une politique volontaire pour aménager les espaces irrigués. Irrigués. Parce qu'on est au Sahel, là. Ça veut dire qu'on aménage des espaces où vous pouvez venir cultiver, vous avez accès à l'eau, il y a des pompes pour arroser, donc vous pouvez produire des légumes. Vous pouvez commencer la saison en produisant des légumes. Quand je dis légumes, ça peut être des tomates, ça peut être des melons, ça peut être la courge, comme on appelle, ça peut être la salade, etc. Vous pouvez produire après des céréales comme le maïs, etc., etc. Mais mieux, quand les espaces sont irrigués, si vous avez les serres, vous pouvez faire l'agriculture hors sol. Ça veut dire que vous pouvez mettre par exemple les tomates, vous arrosez juste un tout petit peu et vous produisez la tomate pendant 1 an. Vous produisez le piment pendant 1 an. Avec les parcelles irriguées, vous pouvez produire de l'oignon, vous pouvez produire surtout du l'ail. Rassurez-vous, dans tous les pays d'Afrique, aujourd'hui, on importe le l'ail de Chine. Demain, on importera sans doute le l'ail massivement du Niger. Parce que quand ils font des espaces irrigués, c'est un espace qui est propice à l'agriculture en engrangeant ce qu'on appelle en économie des gains de productivité. C'est un espace qui est propice à l'agriculture en engrangeant des gains de productivité, en réduisant la pénibilité des travailleurs agricoles, donc en augmentant largement l'espérance de vie. Quand vous engrangez des gains de productivité dans le domaine de l'agriculture, les prix baissent. Quand vous réduisez la pénibilité, les travailleurs travaillent plus longtemps. Ils peuvent travailler jusqu'à 75 ans dans les champs. S'ils ont commencé à 15 ans, ils peuvent aller jusqu'à 75 ans. Ça fait 60 ans d'activité. C'est un gain pour l'État parce que plus la durée est longue, plus ils se forment, plus la connaissance des techniques, plus ils intègrent les nouveaux dans le circuit de l'agriculture, c'est un gain. Alors que quand l'activité est pénible, ils font 1, 2, 3, 4, 5 ans, ils abandonnent, c'est une perte pour l'État. Ça, c'est important de le dire. On est là dans la lutte contre l'inflation. Les actions sur le terrain versus l'économie ou les recettes qu'on lise que beaucoup de docteurs agrégés des plateaux de télévision comme au Cameroun lisent dans les livres et viennent faire un copier-coller qui n'a ni tête ni queue. C'est important de le dire. Ensuite, au Niger, qu'est-ce qui est important? Parce que comme je reviens encore, quand vous labourez déjà les espaces de terre, vous les mettez à la disposition des plantes, ça devient un jeu. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de faire les semis, de contrôler les herbes et de récolter. J'ai vu, par exemple, je recommande aux Nigériens de se connecter sur le groupe Facebook Cocopelli. Cocopelli, c'est un groupe Facebook créé par des activistes écologistes français qui vulgarisent beaucoup les techniques pour faire les semences, pour planter, etc., etc. Par exemple, le l'ail, il vous montre comment le l'ail, il faut mettre des feuilles de plastique noirs là, creuser des trous sur les plastiques avec un appareil, etc., etc., et planter le l'ail et arroser. Le l'ail pousse et repousse. La même technique peut être utilisée pour l'oignon. Ça permet d'éviter les insectes qui mangent, etc., 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 et qui détruisent les recettes, les récoltes agricoles en zone rurale. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu bien là. Le dernier point que je dis pour sortir rapidement, c'est les achats de céréales. Ça, c'est important. Ceux qui sont camerounais savent ce qu'on appelle le corseur.
Le corseur, ça veut dire que le corseur, c'est quelqu'un qui vient dans les villages et dit au planteur, bon, ton sac de maïs, ça c'est combien? Le planteur dit 25 000. Vu tous les efforts qu'il a mis là-dedans, il se dit, bon, j'ai 50 sacs de maïs. Si je vends à 25 000, les 50 sacs de maïs, si je les vends à 25 000 francs, ça fait 250 000 multiplié par 5, je vais avoir 1 250 000, quelque chose comme ça. Donc avec les 1 250 000, je peux survivre en attendant de lancer le haricot au champ. Bon. Le corseur va lui jouer un jeu, il sait que tu n'as pas de structure de stockage, ça coûte un certain prix pour transporter les 50 sacs de chez toi venir jusqu'au marché le jour du marché. Le corseur va jouer un jeu, dit bon, si tu prends 15 000, je paye. Donc, le commerçant qui a des soucis d'argent, l'argent ne circule pas au village. Il n'y a pas les crédits au village. Il n'y a pas les banques qui donnent des crédits aux paysans qui sont dans les villages. Il n'y a pas de plan de l'État pour aider le paysan en termes de revenus. Chez nous, quand le président, au Cameroun, quand le président signe un décret, c'est toujours ce qui concerne les fonctionnaires. C'est pas pour une raison, c'est parce que 70% de son ennemi est dans la fonction publique. Donc, quand on dit décret du président pour soulager les Camerounais, ça concerne les fonctionnaires. Donc, les gens qui vivent en zone rurale, là, eux, ce n'est pas des êtres humains. Et à force de faire ça, les opposants qui ont travaillé avec lui, qui se disent opposants, c'est ce qu'ils disent, eux-mêmes, ils raisonnent de la même manière. Ils raisonnent de la même manière. Voilà. Ils pensent que quand on dit agir sur les gens, c'est agir sur les fonctionnaires. Mais ils ne voient pas les gens qui vivent en zone rurale, qui n'ont pas un travail, qui sont des agriculteurs, qui sont des paysans, qui sont des artisans, etc., etc. Donc, au Niger, par exemple, ils ont pris une mesure que je trouve bonne. Pourquoi? Les achats de céréales. Vous aurez constaté, quand on récolte, il y a beaucoup de céréales sur les marchés. Il y a beaucoup de sorgho, il y a beaucoup de mil, il y a beaucoup de maïs, il y a beaucoup de haricots. Il y a énormément. La loi de l'offre et la demande. Quand l'offre est abondante, la demande est restée stagnante, la variable d'ajustement, ça devient le prix. Le prix baisse. Que font les corseurs? C'est ce qu'a dit le premier ministre burkinabé devant les opérateurs économiques burkina. Il a dit, les opérateurs privés ici font une économie de captation. De captation. C'est-à-dire qu'ils vont prendre chez les pauvres paysans dans l'arrière-pays, ils stockent quelque part et ils jouent sur les fluctuations de prix, ils revendent plus cher, ils font de grands bénéfices. Malheureusement, ça, si vous voulez combattre l'inflation en coupant les spending, comme on dit dans les livres d'économie, ou en augmentant les taux d'intérêt, ça ne marche pas. Et ce qu'ont fait les responsables du Niger, qu'on appelle la junte, mais qui sont des dignes fils d'Afrique, ce qu'ils ont fait, moi je juge sur les faits. Je ne suis pas là pour mettre des étiquettes aux gens, junte ou pas, on s'en fout. Ce qu'ils ont fait, c'est de décider que désormais, au Niger, par exemple, l'État met en place une centrale d'achat. C'est ce qu'on avait préconisé au Cameroun quand le ministre Jean Kété était ministre de l'Agriculture. Mais on l'a chassé. Certainement les gros intérêts qui sont derrière. Donc une centrale d'achat. Et quand vous regardez la radio-télévision du Niger, vous voyez comment l'État achète les céréales. Pourquoi? Parce que quand tout le monde produit, les prix baissent. Tout le monde récolte en même temps, arrive sur le marché en même temps. Les corseurs jouent souvent et disent, bon voilà, moi je prends 15 000 francs. Il prend 15 000 francs, s'en va dans un entrepôt qui est situé quelque part à Bonabéry. Il stocke le céréal là, le maïs là. Il attend seulement 3 mois. 3 mois. 3 mois seulement. Quand les gens achetaient pour aller au Gabon, pour aller au Congo, pour aller, etc., au Tchad, etc., il n'y en a plus sur le marché. Vous retournez au marché maintenant, il vend le sac qu'il a vendu à 15 000. Il vend ça en gros aux détaillants à 35 000. Les détaillants prennent aussi, parfois à 40 000, les détaillants prennent pour vendre à 50 000. Donc, vous voyez, la population commence à se plaindre en disant que le prix des céréales a augmenté massivement. Donc, le prix des céréales passe à 50 000. On vous dit alors que hier, c'était sur le marché à 25 000. En éliminant la spéculation, ça veut dire en mettant en place une centrale d'achat qui achète les céréales peut-être aux paysans à 25 000 au Niger, comme moi j'ai vu, à 20 000 par exemple, le prix sur le marché des détaillants va être à 25 000
et les opérateurs économiques vont attendre, par exemple, une période de 15, de 3 mois, l'État va attendre avec ses centrales d'achat une période de 3 mois et va remettre les mêmes céréales sur le marché à 25 000 francs. Résultat des courses, vous n'aurez pas le sac de maïs qui va passer en saison de récolte de 20 000 à 3 mois plus tard à 50 000 francs. Soit pratiquement une hausse de 250%. Parce que l'État met en place une centrale d'achat qui achète, stocke, et en période où les prix sont censés flamber, la centrale d'achat met en place le stock sur le marché à un prix raisonnable. C'est ce que moi j'ai vu ici aux États-Unis. Je l'ai déjà dit dans les présentations que je fais. Aux États-Unis, moi j'ai travaillé et je suis aujourd'hui actionnaire. Je suis très content pour ça, surtout parce que je suis actionnaire aujourd'hui. Quand il y a l'Assemblée générale, je suis assis dans la salle, non plus comme employé, mais comme investisseur. Et donc, on a accès vraiment on fait partie de l'organisation au plus haut niveau. Et qu'est-ce qu'on voit? Je disais souvent, quand moi j'étais encore employé, je voyais des réserves de nourriture de près de 10 ans. Les oignons, le l'ail, la tomate, non, le frozen, ce qui est congelé, hein, la viande de poulet, la viande de dinde, la viande de porc, la viande de bœuf, le poisson. Je voyais les fruits et légumes dans un système qui permet de les conserver pendant 10 ans. Les oignons, le l'ail, les tomates, les condiments verts, les poivrons, toutes ces histoires-là. Je vois un système de conservation du riz, des pâtes, de semoule. Je dis qu'ils ont des stocks au moins pour 10 ans. Ça s'appelle des stocks de sécurité. S'il n'y a pas d'inflation catastrophique aux États-Unis, c'est parce que les stocks de sécurité existent. Vous comprenez? Quand vous parcourez l'Amérique rurale dans le Midwest, vous parcourez l'Amérique rurale dans le Midwest, vous allez vers La Crosse, par exemple, vous allez vers Green Bay, vous allez dans le Michigan, vous parcourez l'Amérique en voiture, vraiment en zone rurale, là où il y a des exploitations de 5000 hectares. Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez des grands silos où sont stockés les graines. Et quand vous allez demander au fermier qui est là, oui, voilà, si je trouve quelqu'un pour l'acheter, il dit, ah non, je ne veux pas passer. Il dit, pourquoi? Il dit, non, parce que le silo là, c'est sur ma propriété, mais c'est le silo là appartient à l'État. Donc, dans un silo comme ça, il peut avoir stocké 100 000 tonnes. 4 silos là, il a 100 000 tonnes. Donc, quand il finit de produire, il place dans le silo et l'État le paye. Ce sont des stocks de sécurité de l'État. Quand il y a vraiment une situation qui est difficile, l'État peut taper dans les stocks de sécurité pour pouvoir casser l'inflation sur le terrain. Ce qui est valable pour les céréales aux États-Unis, le maïs, le soja, le blé, etc., est également valable pour la viande, mais également valable pour le carburant, par exemple. L'État dispose des stocks de sécurité. Si on n'avait pas les stocks de sécurité, on aurait le carburant à 10 $, avec tous les secousses qu'il y a eu sur le marché des hydrocarbures, avec l'explosion de Nord Stream 1 et 2, les problèmes dans le golfe d'Aden, etc., etc. Donc, il y a des stocks de sécurité. L'État met massivement sur les stocks de sécurité sur le marché pour casser la hausse des prix et contenir la hausse des prix, le temps de reconstituer les stocks. Voilà. C'est important. Donc, ça vous montre, donc, l'achat des céréales permet de neutraliser les spéculations de certains acteurs et de maintenir une stabilité sur les prix. Donc, ça vous montre, c'est pas une partie pris, c'est-à-dire que les militaires, Abdourahmane Tiani, Toumba, Salifou, le ministre de la Défense, tout ça, leur état-major, là, ministre de la Jeunesse, on les regarde tout le temps des transports, des mines, etc., etc. Tout ça, ce sont des soldats. Bon, il y a quelques civils là. Mais quand on regarde, certes, ils ont un économiste qui est Premier ministre. Je présume que ça doit être l'architecte en partie de ce système. Mais quand vous regardez la manière dont ils s'y prennent pour combattre l'inflation, vous apercevez bien que ceux qui se disent civils à les kilomètres de là n'ont pas la même, qui sont pourtant des professeurs agrégés, des docteurs d'État, n'ont pas la même intelligence requise pour pouvoir
mettre en place un plan de combat pour contenir l'inflation. Et quand vous regardez au Niger, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui dans les rues? Les gens se marchent pour estimer leur contentement. Dans un pays comme le Cameroun, aujourd'hui, si tu ouvres ta bouche, on te piétine à mort. Vous avez vu comment on a piétiné l'avocat Maître Tampou. Ça, c'est pour faire peur aux gens. Parce que Maître Tampou, c'est quelqu'un qui s'exprime, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Et le soi-disant opposant, qui se dit opposant, machin, ou les soi-disant opposants, ils sont très nombreux. Et le pouvoir sont en accord la nuit pour poser ce genre d'actes pour faire peur aux gens, pour que les gens ne se soulèvent pas. Parce que la population est asphyxiée par l'inflation. Comment vous pouvez comprendre que nous avons accès à la mer? Le Niger n'a pas accès à la mer. Le carburant au Niger, c'est 400 ou 450. Le carburant au Cameroun, c'est 850. Comment vous comprenez ça? Le fer à béton est moins cher au Niger qu'au Cameroun. Le gaz est moins cher au Niger qu'au Cameroun. Le transport, le ramassage est moins cher au Niger qu'au Cameroun, alors qu'ils n'ont pas accès à la mer. Le prix des céréales est moins cher au Niger qu'au Cameroun. Le prix d'oignon, du l'ail est moins cher au Niger qu'au Cameroun. Moi, je parle à partir des métadatas à la Banque mondiale, que vous pouvez consulter parce que c'est la même Banque mondiale et le Fonds monétaire qui prévoyait une croissance de 10% pour le Niger, une croissance à 2 chiffres dans les 2 années à venir. Et à partir du moment où ils prennent des décisions comme ça, ils se mettent sur le terrain d'une croissance à 2 chiffres. La preuve, ils ont renoué avec les institutions internationales le plus facilement du monde. Au point où leur premier ministre déboule à Washington, au Spring Meeting, la Banque mondiale, quand le nôtre ne peut même pas venir. Il n'est pas désirable. Parce qu'il vient pour dire quoi? Avec. On ne veut plus le avec. Et les bailleurs de fonds, dans un contexte de surliquidité internationale, les bailleurs de fonds n'ont pas deux choses. Ils recherchent les gens auprès de qui ils peuvent placer l'argent et l'argent peut tourner rapidement et générer un surplus de trésorerie pour pouvoir repayer cet argent-là. Donc, c'était moi, ma présentation de la journée qui permet vraiment de rire. J'ai fait ça avec beaucoup d'humour. C'est-à-dire que je fais ça d'ailleurs en pensant à des oncles. Économie du livre, comme ils disent eux-mêmes, contre économie du terrain. On s'aperçoit que dans beaucoup de pays africains qui sont un peu pédants, et des grands agrégés, enfin des agrégés, des petits agrégés, des docteurs d'État, des docteurs XYZ, qui se baladent sur les plateaux de télé, ne parviennent pas à formuler une politique qui permet de lutter contre l'inflation. Dans le même temps, on voit des militaires au Niger dont le métier, c'est le métier des armes et non pas de diriger l'économie, qui prennent des mesures pragmatiques, réalistes sur le terrain, qui permettent progressivement de réduire l'inflation dans leur pays. Donc, quand je construis un panier de biens, bien camerounais, bien nigérien, et je mets le panier de biens à terre, vous apercevez que le panier de biens, l'inflation au Niger, la courbe des prix est en train de baisser, donc le taux d'inflation baisse, ou l'inflation, carrément les prix baissent, disons ça comme ça, de manière simple, alors que dans le Cameroun, les prix ne cessent de skyroter tous les jours. L'huile de palme augmente, le carburant augmente, la bière augmente, l'eau augmente, l'électricité augmente, etc., etc. Mais l'État utilise des superfuges qu'on appelle raboter pour annoncer une inflation de 2-5%, alors que l'inflation réelle est au-delà de 25%. Voilà. C'est important. J'espère n'avoir attaqué personne, puisque je vais te parler en donnant des évidences, voilà, et en comparant deux benchmarks pour pouvoir que ça passe. Voilà. Abonnez-vous sur notre chaîne. Invitez vos amis à s'abonner ici, c'est la chaîne du savoir. Mettez un like sur la vidéo si vous avez aimé, afin que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes. Partagez-la dans vos groupes WhatsApp, Telegram, etc. Et surtout, laissez le commentaire en dessous si vous avez aimé la vidéo, dans la courtoisie, s'il vous plaît. Ne faites pas qu'on vous bloque. Dans la courtoisie, restez courtois, exprimez-vous poliment et on vous répondra. Voilà. Vous pouvez répondre soit sur la vidéo sur YouTube, soit sur ma page Élisée Ionta. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne et agréable semaine. Le meilleur est à venir. Bye.